Avec une question traitée aujourd'hui par le journal du dimanche. Qui concerne Jacques Chirac, ancien président de la République. S'il était avéré que Jacques Chirac souffre de la maladie d'Alzheimer, faudrait-il quand même le juger? Et si oui, doit-il être présent? Écoutez, il est inévitable qu'on le juge puisque quand il était en fonction, on a considéré qu'il devait être jugé après. Donc si on disait après qu'il ne faut pas qu'il soit jugé, ça voudrait dire qu'il ne soit jamais jugé. Mais je pense que le choix qui a été fait à ce moment-là n'était pas le bon. Parce que si longtemps après, ça n'a plus beaucoup de sens, honnêtement. Et puis, dans le fond, ce n'est pas non plus une image très porteuse pour notre pays que de juger un ancien président. André Vallini. Je crois que le procès doit avoir lieu. Maintenant, la mécanique judiciaire est enclenchée, le procès aura lieu. Que Jacques Chirac doive comparaître, je n'en suis pas sûr. Lui-même aurait dit, paraît-il, il y a quelques mois, qu'il voulait assumer son rôle, entre guillemets, jusqu'au bout et comparaître devant le tribunal. Moi, je comprendrais tout à fait, état de santé défaillant ou pas, qui ne viennent pas à l'audience. Mais que le procès ait lieu, c'est normal. Alors, quittons le cas de Jacques Chirac, mais sur le principe, d'un côté, on nous dit qu'on ne peut pas poursuivre le président de la République, même pour des délits qui n'ont rien à voir avec sa fonction, durant l'exercice de sa fonction. Puis après, c'est pas possible parce que, voilà, il a dépassé l'âge. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution, c'est un problème quasiment insoluble. Moi, j'y ai beaucoup travaillé avec d'autres. Soit on permet à n'importe quel justiciable de traduire le président en justice, de le traîner en justice pour un délit, pour un crime a fortiori, et on déstabilise la fonction présidentielle et donc les institutions. Soit on dit que le président est intouchable, entre guillemets, pendant la durée de son mandat, mais donc on reporte toutes les affaires qui peuvent le concerner à plusieurs années après son mandat, et c'est vrai que la justice passe alors trop tardivement. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que de mauvaises solutions. Et puis, le jugement qui vient après est un jugement qui scinde les responsabilités. C'est un deuxième procès. Les personnes qui n'avaient pas l'immunité sont jugées immédiatement. Celle qui a l'immunité est jugée plusieurs années après. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est la même chose d'ailleurs pour la Cour de justice de la République. Quand un ministre est impliqué, le procès est coupé et ce n'est pas une bonne chose. Donc pas de bonne solution. Maintenant, on va parler des procureurs. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il n'était pas en France de vrais magistrats parce qu'ils sont trop... Non, elle n'a pas dit ça. Trop dépendants. Non, elle n'a pas dit que ce n'étaient pas des vrais magistrats. Ce sont des vrais magistrats, il n'y a aucun doute. Enfin, un statut qui a été mis en cause. Oui. Il n'était pas une autorité judiciaire. Ouais, alors pas une autorité judiciaire. Bon, voilà, moi j'ai traduit ça en langage... Il n'était pas indépendant. En langage courant, parce qu'ils sont trop dépendants du pouvoir exécutif. Et du coup, les procureurs réclament un autre mode de nomination. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais ils sont nommés par le Conseil supérieur, en Conseil des ministres, pardon, ou par décret signé par le président de la République. Après avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, eh bien, ils souhaitent que, comme pour les autres magistrats, c'est-à-dire ceux qui rendent les décisions, les magistrats dits du siège, ils soient nommés après avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais avis qui devra être impérativement suivi par le pouvoir exécutif. Et cette demande est faite notamment par la conférence des procureurs. On est allé recueillir l'avis du président de cette conférence des procureurs, M. Robert Gély, qui est lui-même procureur à Nîmes. Ce qui est important, c'est d'abord de savoir quelle est la mission d'un procureur de la République pour après se dire qu'est-ce qu'il doit présenter comme garantie. Et la première des garanties, je le répète, c'est son impartialité. Ce que je peux dire, c'est que les conditions dans lesquelles les procureurs se trouvent à raison de leur nomination, des conditions de leur nomination, ou à raison du mode de relation qui s'instaure entre le pouvoir exécutif et les procureurs de la République, cette situation effectivement, peut conduire certaines fois à ce que des décisions soient prises sous l'influence du pouvoir exécutif, mais surtout conduit à ce que dans l'opinion, on ait ce sentiment-là. Alors, un classement d'une affaire par un procureur de la République, elle doit faire l'objet évidemment de contrôle. Elle doit pouvoir être contestée. Ce pouvoir de contestation de la part des partis, il est dans le pouvoir hiérarchique du procureur général, qui lui-même serait nommé dans des conditions aussi identiques, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est aussi les instructions de poursuite qui peuvent être données par le garde des Sceaux, qui ne sont pas du tout incompatibles avec une nomination sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis aussi, c'est la possibilité pour les partis, bien sûr, qu'il faut préserver et qu'il faut même simplifier peut-être, de saisir un juge
pour que la décision du procureur puisse être effectivement soumise à un examen, j'allais dire, contradictoire par un juge du siège. Cette réforme, M. Devedjian Là, André Valigny et moi, nous ne sommes pas d'accord. Oui. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Moi, je suis tout à fait contre ce qui est demandé. Parce que nous vivons en France sous le principe de l'opportunité des poursuites. Oui. Et que l'opportunité des poursuites, ça suppose la responsabilité des poursuites. Et le magistrat n'a pas cette responsabilité. Il ne l'assume pas, cette responsabilité. Et il ne peut pas l'assumer. Et surtout, où je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit, c'est que le procureur n'est pas quelqu'un d'impartial. Et il ne peut pas être quelqu'un d'impartial. Il est l'accusation. Et c'est la différence qu'il y a entre le procureur et le juge. Entre la magistrature debout et la magistrature dite assise, celle du siège. Mais il vous parle du soupçon, hein. Le soupçon entretenu par la relation entre le pouvoir exécutif et le procureur. Mais il est l'accusation, il est de toute façon partial, parce qu'il est l'accusation. Et en face de lui, il y a la défense qui est aussi partiale. C'est aussi le soupçon de son côté. Et au milieu, qui il y a le consiste juge à mettre du de côté siège. des affaires que le pouvoir exécutif n'a pas envie de voir traiter. Ce qu'il faut instituer, c'est la transparence de ce qui se passe pour que quelqu'un soit responsable. Moi, je pense que le gouvernement est responsable et doit en rendre compte devant la nation de la politique pénale. Et que ce n'est pas à tel procureur, c'est-à-dire accusateur, avec certainement sa conscience, mais aussi avec sa capacité à se tromper, qui doit décider à tel endroit telle chose et éventuellement à tel autre endroit telle autre chose. Dans certains parquets, je termine, dans certains parquets, certaines infractions sont poursuivies parce que le procureur sait sa conviction. Dans d'autres parquets, ces infractions-là ne sont pas poursuivies. Elles sont classées. Eh bien, il faut que quelqu'un soit responsable de cela. Et qui doit être responsable de ça? Le gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec Patrick Devedjian sur le fait que les procureurs ne doivent pas être indépendants sur le plan fonctionnel. Ils sont là pour appliquer la politique pénale du gouvernement sous le contrôle du Parlement. C'est la légitimité démocratique qui veut ça. Mais je fais une différence entre indépendance fonctionnelle, que je ne souhaite pas leur accorder, et indépendance statutaire. Or, leur statut aujourd'hui fait qu'ils sont dépendants. Vous l'avez dit, M. Mazerolle, les procureurs généraux sont nommés comme des préfets en Conseil des ministres et les procureurs sont nommés par le ministre de la Justice sur avis consultatif du CSM. Avis qui n'est pas toujours suivi. Donc, il y a du soupçon. Il y a un soupçon terrible qui pèse sur les décisions que prennent les procureurs parce qu'on sait qu'ils doivent leur carrière, leur avancement, leur nomination au pouvoir politique. Je prends l'exemple de l'affaire Clearstream. M. Villepin est relaxé en première instance. Le procureur de Paris, M. Marin, fait appel de cette relaxe. Même si M. Marin a pris sa décision tout seul, sans subir de pression, sans recevoir de coups de fil de l'Élysée ou d'ailleurs, le soupçon pèse sur la décision de M. Marin parce qu'il est procureur de Paris, qu'il a été nommé par le pouvoir politique. La responsabilité repose sur le gouvernement. C'est le soupçon qui tue la justice. Mais non, c'est pas un soupçon qui tue la justice. Il faut assumer cela. Le gouvernement doit assumer les poursuites. Mais il ne l'assume pas, justement. Mais il est naturel qu'il les assume. Écoutons maintenant Mme Berthella-Geoffroy. Bon, sur la question du parquet, évidemment qu'il doit être indépendant, mais pas seulement avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Là, c'est peanuts. Ça fait combien de procureurs, combien de procureurs généraux? Ça fait très peu. C'est pas ça qui va leur donner l'indépendance. C'est vraiment là. Il faut couper le cordon ombilical. Et je suis pas d'accord du tout avec Monsieur Devedjian entre le politique et le parquet. C'est la CEDH, c'est l'Europe qui nous fait qui va nous pousser à ça. Mais si, l'Europe et la Cour de cassation récemment ont dit que les magistrats du parquet ne sont pas une autorité judiciaire. Oui, à cause de leur mode de nomination. Mais ce n'est pas à cause de leur mode de nomination. C'est une partie au procès. Alors, comment fait-on, Mme Berthella-Geoffroy, à ce moment-là? Il faut couper le cordon ombilical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un procureur de la nation, un procureur général de la nation, avec des spécialités particulières. Et, il sera nommé par qui? Justement, c'est le procédé de nomination qui sera important c'est le procureur général de la nation. Mais il sera nommé par qui? Par le Parlement. Et donc il sera indépendant.
Plus indépendant. Attendez, Ce ne sera pas ministre, parce qu'il restera le ministre de la Justice aussi, en plus. Mais si on vous comprenez, Mme Berthès, ça veut dire que, par exemple, dans les affaires sensibles que vous avez eu à traiter, il y a intervention du politique et par le biais du procureur. Alors vous avez traité le sang contaminé, les hormones de croissance, l'amiante, etc. Oui, c'est indirect, évidemment. On a des Comment ça se passe, d'ailleurs? Ça se passe, il y a plusieurs systèmes. Moi, il y a le manque de moyens. On ne vous donne pas de moyens. Non, mais est-ce que vous avez vu des pressions politiques dans l'exercice de vos fonctions? Oh ben oui, j'en ai eu par le parquet, bien sûr. Mais au départ, pour l'hormone de croissance. On pourrait parler de l'affaire Bettencourt et de M. Courroy. Oui, aussi. Nommé contre l'avis du CSM, alors qu'il est ami, il le revendique, du président de la République, qui lui a remis la Légion d'honneur. Nommé contre l'avis du CSM à Nanterre, procureur de la République. Et on a vu ce que ça donnait dans l'affaire Bettencourt. Une image épouvantable de la justice. Non, mais il nous a fait une autoroute là, pour la non-suppression du juge d'instruction. Ce qui est épouvantable dans l'affaire Bettencourt, c'est quand même que la fille de Mme Bettencourt, qui disait que sa mère était en état de faiblesse et qu'on avait abusé d'elle, a signé avec elle un contrat par lequel elle renonçait à tout. Et là, elle n'était plus en état de faiblesse. Ah non, mais le procureur, dans cette affaire, n'a pas été indépendant. Le procureur n'a pas été indépendant. Comment vous pouvez accuser le procureur alors que les faits lui ont donné raison? Il a refusé de saisir un juge d'instruction. Mais les faits lui ont donné raison. Il a attendu 6 mois pour saisir un juge d'instruction. Et c'est sous la pression qu'il a dû saisir un juge indépendant. Laissez Mme Bettencourt tranquille. Et sa fille aussi. Les faits lui ont donné raison. Non, c'est un accord. Et qu'est-ce que vous en savez? Alors, madame, les parties se sont entendus. Il y a d'autres. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus, mais quels sont... Moi, vraiment, j'aimerais savoir comment ça se passe, donc, la pression d'un procureur. Il y a des pressions directes, mais qui sont faites une fois. Après, on sait que telle personne, c'est pas la peine. Mais c'est surtout les pressions indirectes. Et puis là, je peux parler de la carrière. La carrière, contrairement à ce que le public sait, c'est la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, qui propose même les nominations et les promotions des juges du siège. Et évidemment, pour le procureur, c'est normal. Mais qui les propose? Si un juge du siège déplaît, il peut ne jamais être proposé au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne connaîtra même pas son nom. Vous voyez? De bête. Bon, non, il y a des tours de bête. Oui, mais est-ce qu'on vous dit d'arrêter une affaire? Est-ce qu'on vous dit de ne pas mettre en publication des demandes? Oui, vous croyez que c'est suffisant? Non, on n'est pas... Attendez. Juste non, là. mais donc vous dites même les juges du siège ne sont pas indépendants. Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas indépendants. Je parle de leur nomination et d'une pression indirecte qui peut être faite sur leur carrière. Donc vous dites ça, les juges du siège ne sont pas nommés de manière indépendante. Ils sont nommés, ils sont proposés par la chancellerie. Et c'est vrai. Et c'est vrai que ce soit tous les juges du siège. Et les procureurs, c'est normal. Mais le fait de dire maintenant le parquet va être indépendant s'il est proposé par la chancellerie, mais avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, c'est de l'escroquerie, c'est pas possible. C'est quelque chose. Prenons un exemple concret. En avant, ce serait déjà un progrès. Prenons une des affaires que vous instruisez, l'affaire de l'amiante. Je représente l'AFMI, oui. Oui, gros scandale de santé publique. Première plainte en 1996, nous sommes en 2011, 15 ans après. Toujours pas de procès au pénal. Procès demandé par les victimes dans toute la France lors de manifestations. Comment on peut expliquer ça aux téléspectateurs? Alors, je peux l'expliquer dans le fait que ça a été centralisé à Paris et ce sont des dossiers qui étaient déjà, même quand ils étaient à Paris, dans d'autres sections, il n'y avait pas la création du pôle santé. C'est venu de Caen, c'est venu de toutes les... Et ça avait déjà 5, 6, 7 ans d'existence, ces dossiers-là, avec quelquefois 3 juges qui ont été dans le même dossier et qui doivent recommencer à chaque fois. Je vais vous donner l'exemple de l'Italie. Je connais bien le vice-procureur de Turin, M. Guarinello, on se voit assez souvent. Dans l'affaire de l'amiante, il a passé 2 ans, il est au parquet. Il n'y a plus de juge d'instruction en Italie depuis 89. Mais le jour où cette loi est passée, il y a eu l'indépendance du parquet. Ils n'ont pas à recevoir des ordres de la chancellerie, comme ils peuvent le faire aujourd'hui, les Français. Et alors comment ils font avec le principe d'opportunité des poursuites? Ils choisissent Non, ils sont obligés de tout. Alors sur l'amiante, pendant 2 ans, il a eu des experts qui étaient attachés à son parquet, des magistrats bien sûr. Il a eu et surtout des OPJ formés pendant 2 ans, oui. Une vingtaine de personnes. Ils ont travaillé uniquement sur ce dossier. Moi, j'ai 50 dossiers. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mes petits moyens, ma greffière qui n'en peut plus. À chaque fois, je les use au bout de 6 mois, 1 an peut-être. Voilà, ça n'est pas possible. Mais alors, vous n'avez pas de commission rogatoire?
Les commissions rogatoires, il y en a eu, et qui durent un certain temps, puisque là aussi, les OPJ les officiers de police judiciaire, là c'est l'Office central des atteintes à l'environnement et à la santé publique, sont débordés. Ils sont débordés. Les commissions rogatoires sont très longues. Donc, et si, on ne peut pas obliger les OPJ à travailler sur tel dossier. Pour expliquer ces retards, la question qui était posée, est-ce que ces retards s'expliquent par des pressions politiques ? Les retards ne s'expliquent pas par des pressions directes politiques, bien entendu. Mais c'est ce que je dis, ce sont des pressions indirectes sur le manque de moyens, notamment. Affaiblissement des moyens. Qui fait qu'on ne peut pas avancer plus vite. Et puis, il y a les droits de la défense. Mes dossiers sont toujours à la Cour d'appel, à la Chambre de l'instruction. Et les mutations-sanctions, M. Devedjian, Marc Robert, que la Cour de cassation vient de réintégrer à Riom, qui avait été muté de façon quasi disciplinaire par Rachida Dati. Procureur général même. Général et Rachida Dati qui s'était auto-intitulée la chef des procureurs. Elle avait dit « je suis la chef des procureurs ». Et c'était vrai. Elle, au moins, avait le courage de le reconnaître. Non, nous avons fait voter une loi en 98. On a assez débattu de cette loi dans l'hémicycle et sur le plateau de télévision, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que Jacques Chirac a bloqué tout le processus. Il fallait réviser la Constitution, faire voter une loi organique par le Sénat et l'Assemblée, mais tout ce dispositif législatif donnait une véritable indépendance statutaire au procureur. Et si nous revenons au pouvoir l'année prochaine, nous ferons voter cette loi, car en plus nous aurons la majorité au Sénat, en tout cas nous l'espérons, et on pourra enfin donner l'indépendance au parquet, l'indépendance que tous les pays démocratiques donnent à leur parquet, l'indépendance statutaire. Non, mais alors vous aurez le corporatisme plein pot. C'est-à-dire que les carrières des procureurs se feront par la corporation. Et moi, je préfère que ce soit sous le contrôle de l'État. Plutôt que par le favoritisme. Avec vous, c'est le favoritisme. De la magistrature. La preuve, c'est que quand quelque chose ne se passe pas tout à fait convenablement, et ça peut arriver dans toute société, eh bien ça se voit. Tandis que dans le corporatisme, vous avez une organisation qui fait la carrière des uns des autres. On l'a même vu au Conseil supérieur de la magistrature il n'y a pas longtemps. Là, le dernier Conseil supérieur de la magistrature. Mais maintenant, les magistrats ne sont plus majoritaires. Les magistrats ne sont plus majoritaires au Conseil supérieur de la magistrature. Vous l'avez vu en action, le corporatisme. Alors là, moi, je préfère effectivement la transparence de l'accusation. Le siège, c'est autre chose. Je veux qu'il soit totalement indépendant. Mais s'agissant de l'accusation, qui encore une fois est partisane, qui est partiale, et c'est sa fonction, comme l'est la défense. On est d'accord. Je veux qu'elle soit plutôt sous le contrôle de l'État que sous le contrôle des syndicats. On a fait le tour de la question. Je suis désolé. Juste une dernière phrase, Madame Berthella-Geffroy. Oui, je dis, pour l'indépendance du parquet, vous dites qu'il est responsable, mais on veut supprimer les juges d'instruction parce que je suis là en qualité de représentant de l'Association française des magistrats instructeurs. On veut supprimer le juge d'instruction parce qu'il est schizophrène, il serait à charge et à décharge. Vous venez de dire que le parquet est à charge. Et on lui donnerait les pouvoirs du juge d'instruction alors qu'il est parti. Qu'il est la partie poursuivante. C'est le chasseur qui sera le protecteur du lapin. Moi, madame, je pense que dans la réforme, il manque une institution qui avait été prévue d'ailleurs dans la réforme d'Elmas-Marty, c'est le juge de l'instruction. Oui, c'est-à-dire le juge qui contrôle l'usage des libertés. Oui, d'accord, mais l'enquête, qu'est-ce qu'il a sur l'indépendance de la justice, parce qu'il faut qu'on arrive à la dernière séquence, on a un problème horaire. La dernière séquence, c'est l'after RMC.